Bonsoir Carole, bonsoir Marie-Flore, bienvenue. N'hésitez pas à nous dire d'où vous nous suivez, d'où vous participez à cette conférence virtuelle et n'hésitez pas à appeler quelqu'un qui aurait besoin d'être présent maintenant. Bonsoir Marie-Flore, bienvenue depuis Palaiseau, en France. J'espère que vous allez bien, que la journée s'est bien passée. Bonsoir Priscilla, bienvenue à la conférence Beyond, la numéro 2 de la saison. Nous sommes heureux de t'accueillir. Voilà, en espérant que vous avez passé une bonne journée. N'hésitez pas à mettre dans le chat d'où vous nous suivez. Nous avons Marie-Flore de Palaiseau. Nous avons aussi Carole, où je ne sais pas encore où elle est située dans le monde. Bonsoir Amélie, bienvenue. Bonsoir, bonsoir à toutes. On va se laisser le temps de s'installer. Bonsoir Josiane, bienvenue parmi nous. Bonsoir Serge Alain. Aquaba, comme on dit, où je suis actuellement, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bienvenue, bienvenue. On va se laisser encore 5 petites minutes, ou 5 grandes minutes, ça dépend où on se situe. Et puis, je vais vous accueillir dignement, pardon. Bonsoir Ghislaine. Bonsoir Rosine, bienvenue. N'hésitez pas dans le chat à nous dire d'où vous venez, dans quelle ville dans le monde. Ici, on est international. On a des personnes en France, on a des personnes en Côte d'Ivoire et on a peut-être des personnes ailleurs. Bonsoir Myriam, bonsoir Christelle. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir, de vous recevoir. Bonsoir Amélie d'Anthony. Alors Christelle, vous avez levé la main. Je ne sais pas si vous avez une question. En tout cas, si vous avez une question, vous avez deux options. Soit l'écrire dans le chat, soit répondre au niveau des questions-réponses. Il y a un petit onglet questions-réponses. Donc, en fonction de si vous êtes sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, il sera en haut de l'écran ou en bas. Et on n'hésitera pas à y répondre tout au long de la conférence. Hello, Ghislaine from Toronto.
Bonsoir à ceux qui nous ont rejoints. Bonsoir Marielle, bonsoir Jocelyne, bonsoir Philippe. J'espère que j'oublie personne. Bonsoir Marie-Rosine. Ah, Herblay, une ville que j'ai connue. Ok. Bonsoir le super voisin des coupes d'été. Bon, je sens qu'il y a quand même pas mal de supporters. C'est très bien. Merci d'être parmi nous. Je regarde s'il y a des nouvelles personnes. Bonsoir Jacqueline. Allez, on commence dans 2 minutes. Enfin, on a déjà commencé en réalité, mais je veux vous accueillir dignement d'ici 2 minutes. Ici, le timing se respecte. Je suis accompagnée de la voix off de ce soir, Aurélie Anouma. Aurélie, est-ce que tu peux parler pour qu'on puisse entendre ta mielleuse et succulente voix qui va nous accompagner tout au long de la soirée? Bonsoir à tous, ravie de vous revoir pour cette deuxième conférence. Je serai la voix haute aujourd'hui, donc je me ferai le relais de vos questions, commentaires, réactions. N'hésitez pas, ça se veut un moment riche en partage d'expériences. Dans le chat ou dans le Q&A, n'hésitez pas à partager vos questions. Voilà, Merci. merci. Merci Aurélie. Quand je vous ai dit que sa voix était mielleuse, donc pour info, ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui étaient là, Aurélie Anouma est la facilitatrice de la dernière conférence. Moi, j'étais la voix off et on a juste switché les rôles. Donc, habituez-vous à nous, ou pas d'ailleurs, et on espère qu'avec nous, vous passerez une excellente soirée. Bon, il est 20h05 à Abidjan, 21h05 à Paris, 15h05 à New York. Je vous l'ai dit, nous sommes international et nous allons commencer notre conférence. Donc, encore une fois, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. J'espère que vous allez bien. Bienvenue Esther. N'hésitez pas dans le live à nous dire, dans la conférence live, à nous dire dans quelle partie du monde vous vous situez. On aimerait bien savoir un peu qui se trouve où, ne serait-ce que pour savoir quel rayonnement a eu cet événement. Et puis le plus important, c'est que quel que soit le lieu où vous vous trouvez, vous êtes forcément dans nos cœurs et dans nos pensées. Alors, avant de commencer toute chose, Aurélie, si je peux me permettre, si je respecte la feuille de route, je pense qu'on a une petite question à poser à nos spectateurs, un petit sondage à leur donner. Donc, je vais laisser la pro de la partie technique proposer ce sondage. Donc, pensez-vous avoir trouvé un équilibre professionnel et personnel? N'hésitez pas à répondre. Vraiment, c'est très simple. Est-ce que selon vous, vous pensez avoir euh, euh, trouvé un équilibre professionnel et personnel? Bonsoir Joseph, bonsoir Johanna Guier, bonsoir personnes qui nous rejoignent, bonsoir Madeleine, bonsoir Chloé. Alors comme je ne veux pas faire de bêtises, je ne manipule pas tout et je ne vois peut-être pas tous les noms. Donc si j'ai oublié quelqu'un, n'hésitez pas à vous manifester, à dire d'où vous nous retrouvez. Et voilà, aussi, n'hésitez pas pour ceux qui ne l'ont pas fait à répondre au sondage. Nous sommes 25, l'idéal ce serait d'avoir 25 réponses. Bon, en attendant, je vais vous re-souhaiter la bienvenue. Bienvenue à la conférence virtuelle Beyond. Donc, Beyond, qu'est-ce que c'est? Beyond est un apostolat de la fraternité foi et prière qui est dédié aux travailleurs et aux entrepreneurs, dont l'objectif est de permettre le développement personnel en vue de transformer en profondeur son environnement en ayant un impact et un rayonnement qui va au-delà de notre propre personne. En d'autres termes, ce que tu es, ce que tu deviens, doit être au service d'un plus grand nombre et infini. Il doit produire un bouleversement dans ton environnement, au-delà de nos capacités, au-delà de nos personnes, au-delà de l'existant. Beyond s'est inspiré et révélé des femmes et des hommes nouveaux pour transformer le monde.
Je répète parce que c'est important de l'entendre. Beyond, être pour donner, est là pour inspirer et révéler des femmes et des hommes nouveaux pour transformer le monde. Et c'est ce que je te dis n'a pas de résonance. Tu es au bon endroit parce que je pense qu'au sortir de cette conférence, tu seras renouvelé d'une manière ou d'une autre. Alors, la thématique d'aujourd'hui, comme je l'ai indiqué en début et pour ceux qui nous prennent en cours, aujourd'hui, c'est la deuxième conférence virtuelle de la saison. Comment concilier vie professionnelle et vie personnelle? C'est un équilibre qui est difficile, c'est d'ailleurs la thématique, ce difficile équilibre, tantôt possible pour les uns, tantôt impossible pour d'autres, donc tantôt difficile seul ou difficile mal accompagné. La vie équilibrée est le challenge de toute une portée de personnes. Et ce soir, je serai accompagnée de deux intervenants, un couple que je vais vous présenter. Alors, il est diplômé de l'Université d'Aix-Marseille et de l'INSEC Paris. Il est marié et père de famille. Il est en charge de la vie fraternelle et de l'intégration des nouveaux entrants de la fraternité Foi et Prière, dont il est membre depuis plusieurs années. Il est entrepreneur dans l'âme. Il a fondé EZ Agroprestations. Il est contrôleur de gestion de formation, cofondateur, depuis 2019 de l'SARL Saint-Joseph qui est spécialisé en import-export de matières premières. Il est pisciculteur, il a des exploitations agricoles, il est innovant. C'est Monsieur Stéphane Tété que je demande de nous rejoindre virtuellement et dont je vais activer la caméra et le son. Bonsoir Stéphane, bienvenue parmi nous. Merci d'avoir Bonsoir Ashley, accepté. bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci d'avoir accepté votre participation à cette conférence. Mais Monsieur Tété n'est pas tout seul. Deux valent mieux qu'un. Il est accompagné de sa très charmante et talentueuse épouse, Raïssa Tété. Alors, elle est diplômée de Cage Business School. Elle est mariée parce que c'est la femme de Monsieur Tété et mère de famille. Elle est membre du conseil d'administration de la Fraternité Foi et Prière et depuis plusieurs années, elle a vacillé entre auditeurs au sein d'un Big Four, DAF dans de grandes entreprises. Elle est aussi cofondatrice de l'entreprise et la marque de décoration d'intérieur My Cozy Eden. Elle est animatrice du podcast Et la foi dans tout ça, d'où elle a le pseudonyme David Rick. Et je vous demande d'accueillir et d'applaudir virtuellement Raïssa Tété. Je, je- Alors, attendez, technique. C'est bon, Voilà. super. Bonsoir Raïssa, bienvenue. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Ashley. Merci d'être parmi nous. Last but not least, donc je vais me présenter rapidement parce qu'il ne s'agit pas que de moi. Bon, je serai votre maîtresse de cérémonie, facilitatrice, modératrice. Je m'appelle Ashley de Youl, je suis consultante en communication et en relations publiques. J'ai fondé l'agence Enjoy.com. Je suis coach en développement de talent avec Deviens ton talent pour apprendre à tout à chacun à être ce pourquoi il a été créé. Je suis jeune diplômée, mais très vieille, de l'Université de Lille depuis cette année et je suis membre de la Fraternité Foi et Prière où je co-anime aussi pour Beyond et le podcast Et la foi dans tout ça avec Raïssa. Donc voilà, c'est moi. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue encore une fois, très chers invités, merci d'être parmi nous. Alors vraiment ce soir, c'est une conversation qui se veut très franche, simple, à bâton rompu, un partage d'expériences, un témoignage et puis aussi des réflexions pour pouvoir permettre à tout un chacun de se retrouver ou pas dans cette thématique qu'est l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et pour ça, je vais poser une question peut-être très pratique, très pragmatique, et vous aurez l'occasion aussi, vous, dans le public virtuel, d'y répondre. Raïssa, Stéphane, pour vous, c'est quoi une vie équilibrée?
Alors, qui se lance? Je Commence, dis Raïssa. Raïssa. Alors, une vie équilibrée, pour moi, c'est d'abord une vie épanouie. Pour moi, équilibre rime avec épanouissement. Donc, être épanoui aussi bien dans son travail que dans sa vie personnelle, c'est trouver dans nos occupations, nos devoirs, nos responsabilités, dans nos aspirations, voilà, la joie et le bonheur. Et à cela, je rajouterais une troisième dimension qui est de dire, en fait, on ne peut pas être épanoui tout seul et être totalement épanoui. Donc, pour les personnes qui sont en couple, qui ont des enfants, leur épanouissement doit aussi passer par l'épanouissement des personnes dont elles ont la responsabilité. Et donc, pour moi, c'est une dimension qui est à la fois personnelle, quelque part, et en même temps collective, parce que en tant que parent, en tant que conjoint ou en tant qu'enfant, on a aussi une responsabilité quant à l'épanouissement, voilà, des personnes qui nous sont chères, qui sont proches de nous et qui partagent notre vie. Et c'est aussi une quête qui peut paraître un peu inaccessible et inatteignable parce que la cible, en fait, elle est mouvante. Elle est constamment en train de bouger. Et donc, l'équilibre, en fait, il change parce que nos vies changent. Et donc, du coup, j'ai envie de dire que l'équilibre, c'est finalement un combat. Merci beaucoup, Raïssa. C'est très intéressant. On y reviendra. Monsieur Tété, pour vous, qu'est-ce qu'une vie équilibrée? Alors, pour préparer cette conférence, je suis allé regarder un peu sur Internet pour voir quelles sont les définitions qu'on donne de l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Et l'une des définitions qui m'a interpellé, c'est celle-là, je vais vous la lire. L'équilibre vie professionnelle et vie privée est l'harmonie de deux sphères de vie sans que l'une interfère sur l'autre. Cet équilibre permet de préserver notre bien-être, notre santé mentale et notre santé physique, ainsi que nos relations interpersonnelles. Alors, moi, ma définition est à contre-courant de cette définition que je viens de lire, parce que pour moi, il n'y a pas deux sphères, il y a une seule sphère, il y a une seule vie. Et ma vie familiale fait partie de mon travail, et mon travail tient compte de ma famille. Donc, pour moi, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, c'est vraiment cette harmonie entre travail et vie de couple, vie de famille. Très intéressant. Il n'y a pas de déséquilibre, il y a une harmonie des équilibres, si je comprends bien. C'est ça. Très bien, merci. Et vous, très chers spectateurs dans le public, quelle est votre définition de l'équilibre vie pro, vie perso? Je lance via Aurélie un sondage auquel vous pourrez répondre en 2 minutes. Aurélie, s'il te plaît. Donc, pour vous, qu'est-ce que signifie l'équilibre vie pro, vie perso? Quel sens vous lui donnez? Qu'est-ce que cela signifie ou pas? Il nous reste exactement 60 secondes. Nous sommes 39. Oui, je mets un peu la pression. Les stats, c'est important. Donc, moi, ce que je retiens en attendant que notre charmant public continue de répondre au sondage et termine, c'est que l'équilibre, c'est avant tout, selon vous, une question d'épanouissement de soi, des autres, de ceux dont on a la charge, parce qu'on n'y pense pas forcément. C'est C'est aussi ça. une harmonie des sphères. Donc, on ne dissocie pas, dans votre cas, Monsieur Tété, la vie pro de la vie perso, parce que les deux s'imbriquent. Le but, c'est d'arriver à réussir à les faire coordonner et à leur donner une harmonie, une homogénéité. Et je suis plutôt d'accord avec cette définition-là. D'ailleurs, j'ai une petite question. Excusez-moi, la technologie s'emballe. Voilà. Alors, attendez. J'ai une petite question. Quand on a préparé cette conférence, il y a une remarque qui a surgi tout d'un coup, où la remarque c'était quand il s'agit de vie équilibrée ou d'équilibre vie pro, vie perso, c'est
forcément une question pour les femmes, c'est elles qui se sentent concernées, c'est elles qui ont le plus besoin de gérer cet équilibre vie perso. Moi, j'aurais aimé savoir qu'est-ce que vous en pensez et j'aimerais entendre d'abord la réponse de Stéphane. Euh, En réalité, pour moi, cet équilibre entre vie professionnelle et vie privée concerne aussi bien les femmes que les hommes. C'est vrai que ça dépend beaucoup du caractère de chacun. Ça dépendra aussi de la culture. Ça dépendra de l'état de vie. Mais quels que soient les trois points que j'ai cités, que ce soit l'homme ou la femme, on est tous deux concernés par cet équilibre. Très bien. Et vous, Aïssa, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis tout à fait alignée, hein. Sinon, je ne l'aurais pas épousé. Euh, je pense que enfin, tout dépend de ce qu'on met derrière, en fait, équilibre. Euh, J'ai défini tout à l'heure l'équilibre comme étant en fait un stade d'épanouissement, un état d'épanouissement où on est bien, un état de bien-être entre ce qu'on vit personnellement et ce qu'on vit aussi professionnellement. Et donc, c'est vrai que parfois, quand on parle d'équilibre vie privée, vie professionnelle, on a tendance à parler d'organisation. Et c'est finalement très réducteur, en fait, de définir, de circonscrire, je dirais, l'équilibre à une question d'organisation. C'est vraiment très réducteur. C'est pas qu'une question d'organisation, parce que si c'était simplement une question d'organisation, j'ai envie de dire que tout le monde serait heureux et épanoui, parce que la capacité à s'organiser, ça s'acquiert. C'est une question de méthode. Mais ce n'est pas le cas. On peut être très organisé et puis ne pas être épanoui et ne pas être équilibré. Donc, pour moi, ça va bien au-delà des cultures, au-delà des sociétés qui ont peut-être tendance à mettre beaucoup de responsabilités sur la femme. Mais il faut pouvoir dépasser ça parce qu'à la fin, je pense que femme, tout comme homme, a besoin d'être épanouie. Merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. Et du coup, moi, j'avais une question. Et j'ai vu votre remarque, Serge. On y reviendra. Vous êtes en avance sur le temps, sur votre temps et sur la conférence. Donc, on y reviendra sur la gestion de l'équilibre par l'environnement, surtout professionnel et les managers en l'occurrence. Mais moi, j'aimerais savoir, par exemple, Stéphane, dans votre activité professionnelle, qui quand même impose un certain nombre de sacrifices, pour ne pas faire un petit clin d'œil à la conférence du mois dernier. Euh, En quoi ces sacrifices-là ont pu être peut-être un frein ou un levier pour le maintien de cet équilibre qui, particulièrement pour vous, est une harmonie entre les deux sphères, ou une sphère à deux faces? Bon, moi, je dirais déjà que j'ai peut-être un avantage. Je suis entrepreneur et je suis le maître du temps de mon activité. Donc, je gère mon planning comme je le souhaite. Mes priorités sont organisées en fonction de ce que vit ma famille. Donc, voilà, le sacrifice, il n'est pas aussi douloureux que quand on est, même si je travaille jusqu'à pas d'heure, j'ai moins de contraintes que quand j'étais en entreprise. Donc, voilà, étant entrepreneur, je fais des sacrifices, effectivement. Quand je pars 2 semaines en Côte d'Ivoire, je ne vois pas régulièrement mes enfants, ma femme est loin de moi, mais j'arrive à organiser les choses comme je le souhaite et je m'éclate, je m'épanouis dans ce que je fais. J'ai aussi la contribution de madame dans les échanges. Elle arrive à donner son point de vue sur ma gestion parfois. C'est l'avantage. Quand on est en entreprise, voilà, on subit un peu. Et c'est l'avantage d'être entrepreneur parce que je travaille avec ma famille. Je travaille en fonction de ma famille. Je mets la famille vraiment au centre de ma gestion. Si je dois voyager, je vais voir effectivement les billets. Je vais gérer mes rendez-vous, mais je vais voir si mes enfants sont en vacances, si Raïs est disponible. Et c'est vraiment moins de sacrifices. Donc, le sacrifice pour moi n'est pas aussi présent. Je fais des efforts,
mais moins que Raïssa, par exemple, qui a des contraintes hautes. Merci beaucoup. D'ailleurs, si je veux rebondir sur ce que vous avez dit, Raïssa, donc en gros, monsieur est entrepreneur, vous êtes slasheuse aux multiples facettes, vous êtes un couteau suisse, femme, entrepreneur, mère, engagée, membre de conseil d'administration avec des grosses responsabilités. Quel est l'équilibre de Raïssa Tété? Et comment celui-là s'imbrique-t-il dans l'équilibre et les activités de monsieur Tété? Je disais que c'est un combat, hein. C'est un combat de tous les jours. C'est quelque chose qui est difficile et qui demande, je pense, beaucoup de méthodes, beaucoup d'organisation, beaucoup d'arbitrage, de priorisation, de flexibilité, de fixer aussi des limites. Donc, c'est un peu, on va dire que c'est un peu mon cadre, en fait, pour essayer d'arriver à cet équilibre-là qui, euh, comment dirais-je, pour lequel il y a quand même pas mal de défis. Je parlais du premier défi, c'est le défi de l'organisation, de la Mm, gestion du temps. Donc, je avec suis d'accord avec toi. toutes ces casquettes, il faut être extrêmement bien organisé. Et moi, mon maître mot, c'est l'anticipation. Je planifie ma semaine en milieu de la semaine précédente. Donc là, on est mercredi, j'ai planifié la semaine prochaine. Donc, pour pouvoir faire face en fait à tout ça, il faut être extrêmement organisé. Donc ça, c'est un défi. Deuxième défi, c'est l'arbitrage et la priorisation. Il y a une réalité, c'est que voilà, j'ai deux mains, deux pieds, une tête, même si j'ai mon double qui est mon mari, mais à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Donc, il faut accepter que parfois, on peut ne pas être au rendez-vous de certaines choses. Et il faut, à ce moment-là, il faut arbitrer. Et je peux donner un exemple tout simple hein, qui m'est arrivé le week-end dernier. Donc, je suis membre engagé au sein de la fraternité Foi et Prière. Donc, on se réunit tous les dimanches. Dimanche dernier, j'ai coiffé mes filles jusqu'à voilà, faire les petites tresses pour qu'elles soient toutes belles pour l'école. Donc, je les coiffais. J'étais en retard de ménage et de rangement parce que j'ai laissé les filles, comment dirais-je, gérer leur créativité tout au long du week-end. Donc, c'était un bazar pas possible. Bon, à un moment donné, quand même, et monsieur revenant bientôt, je n'avais pas envie qu'il vienne trouver voilà, une maison sans dessus-dessous. À un moment donné, voilà, on réoriente aussi. C'est vrai que dans l'agenda, il était prévu que j'y aille, mais différentes circonstances ont fait que je n'ai pas pu y aller. Il a fallu que je priorise les enfants, le rangement, et ça sera pour une prochaine fois. Donc ça, c'est un vrai défi, être capable d'arbitrer, prioriser sans culpabiliser. Voilà. Je pense que c'est en étant à l'aise avec ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de faire, tout simplement. Faut être flexible aussi. Parce qu'on a beau être organisé, il y a toujours des imprévus. Et il faut avoir la capacité de réévaluer la situation, l'agenda à chaque imprévu. Donc, ça demande quand même une certaine agilité. Et puis, la dernière chose que je dirais qui m'aide dans l'équilibre au quotidien, aussi bien familial que professionnel, c'est de se fixer des limites, fixer ses propres limites. Moi, je suis quelqu'un, je ne travaille pas le week-end. Je ne travaille le week-end qu'en cas de force majeure. Majeur. Ça, Est-ce que c'est ça veut toujours dire vrai, ça? alors, j'ai dit en cas de force majeure, donc forcément, c'est pas toujours vrai. Et donc, il faut que la force majeure soit avérée. Je suis un peu comme les assurances, là, quand il y a les inondations, il faut qu'on dise que c'est catastrophe naturelle, voilà, sinon on n'y va pas, on ne rembourse pas. Non, pour moi, c'est la dernière extrémité, parce que le week-end, c'est un moment pour moi qui est sanctuarisé où je prends soin de ma famille, où je prends soin de mes parents, de mes amis, où je peux faire voilà, les activités qui me tiennent à cœur. Donc, voilà, je me suis fixé ce genre de limites et partout où je suis passée, les gens ont compris. Alors, bien évidemment, quand j'ai démarré, il y a des limites que je n'étais pas en capacité de fixer. C'est avec le recul, la seniorité, la légitimité, la réputation, etc., qu'on arrive en fait finalement à fixer des limites et à inviter les gens à rentrer finalement dans le cadre que j'ai défini à un moment donné. Je parle beaucoup, Je, hein.
J'aimerais ajouter deux choses à ce que Raïssa vient de dire. C'est que pour trouver cet équilibre ensemble, il faut arriver à apprendre à se connaître. C'est vraiment important pour pouvoir concilier ensemble nos plannings, pour pouvoir être flexible, pour pouvoir avoir des temps de qualité ensemble et tout. Il faut apprendre à se connaître. Il faut connaître les limites de l'autre, les limites, pardon, de l'autre. Il faut aussi apprendre à communiquer. Voilà, une bonne communication en couple permet d'avoir un équilibre plus facile à trouver. Donc, voilà. Merci Et on beaucoup. est tout le temps en train de se parler, enfin, pour rebondir sur le sujet de la communication, on est tout le temps en train de se parler, de s'ajuster. Il y a tellement de choses que ça ne peut pas, comment dire, on peut pas laisser courir en fait les choses. Donc toute la journée, voilà, les WhatsApp, les messages, les voice, les appels, c'est bon, on est toujours bon, le planning est toujours bon, c'est toi qui récupères les enfants, ou est-ce que voilà, il y a une réunion qui s'éternise, tu as besoin que je gère. Voilà, il y a aussi cette espèce de solidarité, d'entraide, on est ensemble dans le même bateau, et puis être prêt à, comment dirais-je, à suppléer quelque part peut-être à la défaillance ou à l'incapacité temporaire de l'autre parce que voilà, il y a des imprévus sans se prendre la tête. Enfin, pas toujours, mais Voilà. en général. Merci C'est ça. beaucoup. C'est très intéressant, c'est très beau, c'est très important ce que vous dites, mais du coup, j'ai une question, puisque, bon, premièrement, vous l'avez dit, bon, vous êtes un couple, n'est-ce pas? On n'est pas toujours en couple, vous avez été célibataire. Je pense que tout à l'heure, Monsieur Tété disait quelque chose de pertinent. Je ne sais plus si c'était Monsieur Tété ou Madame Tété qui disait que, en gros, l'équilibre vient aussi du fait qu'on est deux, mais pour ceux et celles, comme nous autres, qui ne sommes pas deux, est-ce que nous ne sommes pas de facto défaillants ou déséquilibrés du fait qu'il n'y ait pas une autre personne? Cette question est piège, je tiens à le dire. Euh, Aïssa, je te laisse répondre comme tu as été longtemps célibataire par rapport à moi. Ça veut dire quoi? J'étais longtemps célibataire par rapport à toi. Moi, j'ai une vie mouvementée, donc j'ai été parfois en couple, même si ce n'était pas forcément officiel. Donc, Aïssa, Aïssa, à toi. Euh, alors, en tant que célibataire, euh, je dirais d'abord qu'en fait, l'équilibre, c'est quelque chose qui est personnel. Personnel au sens où, alors, soit on est seul, on le définit seul, soit on est ensemble avec quelqu'un et on le définit ensemble. Et pour le définir, on a besoin de se connaître soi-même. Je reviens toujours à la définition que j'ai donnée en amont. L'équilibre, pour moi, c'est une question d'épanouissement. Donc, quand on est célibataire, qu'est-ce qui nous épanouit? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous donne envie? Et c'est arriver à, je dirais, allouer du temps, des occasions, des opportunités pour l'ensemble de ces choses qui nous épanouissent, de manière à ce qu'on les pratique et qu'on puisse être épanoui. Moi, je suis quelqu'un qui est, en tout cas, quand j'étais célibataire, je le suis toujours. Mon mari dit que je suis quoi? Travaillomane. Je ne sais pas comment on le dit, travaillomane. C'est ça, Voilà, travail humain, ouais. voilà, quelqu'un d'hyperactif qui a besoin d'être dans l'action, en train de planifier, construire des choses, anticiper, etc. Et moi, mon équilibre personnel, en tout cas en tant que célibataire à l'époque, c'était d'avoir un travail dans lequel je m'épanouis et je performe. Parce que moi, je suis une performeuse, j'aime l'excellence, j'aime faire les choses bien, qu'on me dise que c'est bien et ça me procure de la fierté de faire les choses bien, voire même mieux que bien. Donc, le travail. La deuxième chose, c'est mon engagement au sein de la fraternité. Pour moi, c'était impossible que le dimanche, je ne sois pas au service. Ça fait partie de mon épanouissement. La troisième chose, c'est pas forcément dans l'ordre d'ailleurs, c'est voilà, les amis, la famille, voilà, pouvoir dégager du temps pour faire ces choses-là. Et puis la quatrième chose, c'était donc, enfin c'est toujours, donc Michael Eden, donc l'entreprise de décoration. Et donc si je n'avais pas ces quatre éléments dans ma vie, je n'étais pas épanouie et donc je n'étais pas équilibrée. Donc l'équilibre, il faut impérativement se connaître
voilà, qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui m'épanouit? De quoi j'ai besoin? Et c'est ça, en fait, qui fait que, voilà, à un moment donné, on est bien dans ses baskets, on a un certain bien-être, en fait. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment très important. Tout commence par là. Et si je fais une différence entre le moment où j'étais célibataire et puis le moment où je me suis, mariée et je suis devenue mère de famille, je dirais que l'avantage d'être célibataire, c'est que finalement, tout ce qui est arbitrage, priorisation, priorité, en fait, c'est des arbitrages entre nous et nous-mêmes parce qu'il y a personne d'autre en jeu. Et c'est vrai que l'ajout d'une personne supplémentaire, voire plusieurs personnes supplémentaires, ben, en fait, ça rebat les cartes et ça oblige, en fait, à, voilà, à être beaucoup plus flexible, agile. Hem, voilà ce que je pourrais dire, moi qui ai été longtemps célibataire. Est-ce que vous Bon, voulez réagir à pour le ça? peu de temps où j'ai été vraiment seul, non, je plaisante. Moi, je pourrais dire que ce qui est déterminant, ce qui a été déterminant pour moi quand j'étais célibataire, c'était ma vie spirituelle. C'est ma vie spirituelle qui a permis de rationaliser ce que je faisais au travail, de rationaliser mes week-ends, mes relations avec les autres, mes relations avec ma famille, parfois les conflits, comment les résoudre et tout. Donc, je pense que pour moi, le vecteur, c'était ma vie spirituelle. Elle était en construction, certes, mais elle était tellement intense qu'elle a déterminé vraiment mon équilibre vie professionnelle, vie perso ou vie privée. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant ce que vous dites, dans le sens où, bah, pour préparer, pour préparer cette conférence, je me suis posé la question, est-ce que je suis quelqu'un d'équilibré? Jusqu'à ce que je fasse ce travail intérieur, je ne pensais pas forcément, ou du moins, je n'avais pas pris le temps d'avoir les clés. Je voulais vraiment revenir sur quelque chose que vous avez d'important, surtout dans le cadre de cet équilibre qui doit être nourri pendant le célibat, c'est qu'à la fin de la journée, on ne peut pas savoir si on est équilibré, si on ne sait pas déjà ce que l'on veut. C'est-à-dire qu'il y a tout un cheminement, il y a toute une procédure intérieure et extérieure qui vient étayer cet équilibre, qui vient fonder cet équilibre. Comme je le disais, moi, je suis jeune diplômée après avoir arrêté mes études pendant 14 ans. Et quand j'ai reçu mon diplôme, donc il y a quelques semaines, c'est là que j'ai compris que l'équilibre que je recherchais en pensant qu'il devait passer par la présence d'une autre personne a été compris ou guéri au moment où j'avais atteint cet objectif personnel, d'arriver au bout d'un combat personnel que je ne pensais pas réussir. Et une fois que ce combat a été réussi, je me suis dit, je suis épanouie. Et si je devais donner une définition selon moi de ce qu'est l'équilibre pour moi, c'est la juste mesure du moment présent. Le jour où je serai mariée, la juste mesure de cet équilibre dans mon foyer sera ce qui me permet de dire que je suis équilibrée ou pas. Mais aujourd'hui, la juste mesure de la situation dans laquelle je suis et l'appréciation de l'épanouissement que cela me procure est la raison qui me fait dire que je suis équilibrée. Et je pense qu'on ne se pose pas assez la question, très chers amis célibataires, de est-ce que dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, je suis équilibrée, qu'il y ait une personne ou pas. Parce que parfois même, on est en relation et c'est le déséquilibre total. Pourtant, Ah oui. l'autre personne qui est là est censée être cet équilibre qui est parfois inexistant. Donc, merci beaucoup déjà de nous avoir répondu et de nous avoir dit que en tant que célibataire, on peut être équilibré. Donc, j'espère que cela parle à quelqu'un ce soir et surtout aussi de nous Et donner… si je peux me permettre, Ashley, Oui, euh, j'ai envie de dire, quel que soit notre état de vie, on peut être équilibré. Pour peu que on sache exactement ce qu'on veut et ce qui nous rend heureux. C'est simple. Parce qu'il y a par exemple des attitudes de personnes qui sont célibataires et c'est vrai qu'à un moment donné, ça a été aussi le cas dans ma vie où, ben voilà, en fait, oui, j'avais envie d'être avec quelqu'un, j'avais pas cette personne, donc en fait, je passais mon temps à travailler dur, fort. Oui, il y avait des augmentations, etc. Mais je n'étais pas équilibrée, j'étais pas épanouie, j'étais pas heureuse.
Et en fait, j'avais jeté mon dévolu sur quelque chose plutôt que d'essayer finalement de résoudre en fait voilà, le problème qui causait en fait ce déséquilibre-là. Et j'ai envie de dire, c'est le serpent qui se mord la queue. À partir du moment où Tout à fait d'accord. tu as besoin à la fois dans ton équilibre d'être dans un travail et d'être dans une relation et que tu passes 90% de ton temps eh ben, au travail, il y a quand même très peu de chances que tu puisses entrer en relation. Donc, à un moment donné, il faut avoir aussi les moyens de ses ambitions, de sa politique, sinon ça ne fonctionne pas. Je suis d'accord. Et il y a une remarque de Christelle Miraculé qui est très pertinente. L'équilibre n'est pas forcément du 50-50. Je Alors là, je suis tout à fait d'accord. suis L'équilibre, d'accord c'est aussi. pas une question de 50-50 en fait. C'est une question de ce qui me correspond. Alors, je pense que, alors on est là avec Stéphane aujourd'hui, on parle d'équilibre, mais je suis certaine que si ma mère était connectée, elle dirait que voilà, on n'est pas des gens équilibrés. Pourquoi elle dirait qu'on n'est pas des gens équilibrés? Elle le dirait parce que comment dirais-je, le prisme avec lequel elle regarde les choses, c'est il faut passer beaucoup de temps avec sa famille, avec les enfants, s'en occuper, prendre soin, etc. Et Et elle a c'est là raison. où il faut mettre, et elle a raison, je suis d'accord, mais il y a, comment dirais-je, pour elle, c'est ça qui est important, mais c'est ce qui lui correspond à elle. C'est ce qui, elle, lui a permis de s'épanouir, de passer beaucoup de temps à, voilà, à s'occuper de ses enfants, de son mari, etc. Et voilà, elle n'avait pas de désir d'entrepreneuriat. Donc, elle était épanouie, ça ne lui manquait pas. Et pourquoi je dis ça? C'est finalement, on est tous très différents. On a des manières différentes d'aborder les choses. Il ne faut pas essayer de ressembler à quelqu'un. Là, on est en train de donner voilà, des idées, un peu notre vécu, ben, que chacun prenne ce qu'il voilà, ce qu'il peut, ce qu'il trouve bien, pas bien, mais chacun se construit soi-même en fonction de ce qu'il aime. Nous, on se trouve plus ou moins équilibré. En tout cas, on est en quête parce qu'aujourd'hui, on est épanoui dans les différents chantiers de nos vies, que ce soit aussi bien personnel ou professionnel. Mais quelqu'un d'autre le verrait autrement. Et donc, cette personne-là, il faut elle aille, elle dessine ce qui va faire son équilibre. C'est totalement ça et c'est vraiment intéressant. Avant de passer à la prochaine partie, on va partager le résultat du sondage. La voix de ce soir, Aurélie, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux partager nos premiers résultats pour savoir qui se sent équilibré, quelle est la vision de l'équilibre pour notre auditoire et surtout, est-ce qu'on est aligné ou pas? Tout à fait. Bonsoir à tous. Encore beaucoup d'enthousiasme dans le chat. Il y a des réactions, des sourires. Je pense qu'on passe un très, très bon moment. Alors, en majorité, nos auditeurs disent avoir trouvé leur équilibre vie pro, vie perso. Donc, c'est très encourageant, c'est très satisfaisant. En termes de sens à donner à cet équilibre, très largement pour eux, être équilibré, c'est sentir que le travail et la vie personnelle se complètent et s'enrichissent mutuellement. Donc, cette harmonie dont M. Tété a parlé tantôt. En deuxième position, la réponse qui revient, c'est avoir du temps pour ma famille et mes loisirs sans sacrifier ma carrière. Donc voilà, exister au-delà du professionnel. Voilà ce Merci. que je peux partager. Merci beaucoup Aurélie, merci à vous, cher public. Alors, on a eu quelques réactions dans le chat et une notamment qui a été extrêmement pertinente et qui rejoint ce que l'on se dit. Elle vient de Serge, votre voisin. Votre voisin, il est bien, hein, je tiens à le dire, vous saluerez de ma part. Il dit l'équilibre, c'est peut-être quelque chose de subjectif et en fait, finalement, qui se définit en fonction de la personne, je paraphrase bien évidemment, qui en est le dépositaire et je pense qu'on est aligné sur ça. Mais parlons presque peu, parlons bien concrètement au quotidien, parce que ce qui est bien ou pas dans cette notion d'équilibre, c'est qu'il y a vraiment deux visions. L'équilibre, c'est à la fois quelque chose de très concret, comme l'organisation hebdomadaire avec 5 jours d'avance de Madame Tété, mais c'est aussi quelque chose de très fantasmagorique, qui est un peu fumeux, où on ne sait pas forcément où le situer. Donc là, parlons peu, parlons bien. Monsieur et Madame Tété, votre équilibre
s'organise comment au quotidien? Donc, vous avez le choix de nous parler d'une journée type ou de nous parler des habitudes. Vous avez déjà commencé, Madame Tété, à en parler avec la manière d'organiser, de prioriser. J'aimerais rajouter une petite subtilité. Comment être concret pour pouvoir trouver un équilibre sans avoir l'impression qu'on est dans la perfection? Pourquoi je dis ça? Pour être un peu plus explicite, c'est que parfois être équilibré ou être organisé peut donner l'impression aux autres qu'ils ne sont pas parfaits. Donc, comment rassurer les gens de notre auditoire pour dire que c'est possible quand on a des tips et des manières de fonctionner qui sont bien rodées. Je ne sais pas si ma question est claire, je peux la préciser, n'hésitez pas. Non, c'est clair. Très Madame clair. Tété, Tu commences, Raïssa? Monsieur. Escroc. Euh, alors, je ne sais pas si je vais dire une journée type, mais on va dire il y a des principes d'organisation de la journée. La première chose dont j'ai parlé et que je peux développer, c'est l'anticipation. Donc, très concrètement, là, aujourd'hui, moi, j'ai commencé à organiser la semaine prochaine. Donc, j'ai mon agenda électronique dans lequel je mets tout, l'heure à laquelle il faut aller déposer les enfants à l'école, l'heure à laquelle il faut aller les récupérer, les activités, il y a mes réunions, voilà, il y a vraiment tout de manière à avoir une vision, exhaustive et c'est quelque chose que je rafraîchis, en fait, tous les jours en fonction de ce qui vient, des imprévus et cetera. Donc anticipation, pour moi, c'est le maître mot. La deuxième chose, quand on a beaucoup de choses à faire, c'est faut être un bulldozer. Et pour être le bulldozer, moi, mon téléphone, il est toujours sur silencieux. C'est quelque chose de bête, hein, mais il est toujours sur silencieux. Donc, quand je commence quelque chose, je reste concentrée et puis je ne suis pas dérangée. Ça me permet d'accomplir voilà, la tâche que j'avais envie de réaliser. Donc, le téléphone toujours sur silencieux. Je ne réponds jamais aux numéros que je ne connais pas. Si c'est urgent, il me laisse un message. Voilà, ça fait partie de mes astuces pour garder la concentration. Et puis, à la maison, je fais beaucoup de délégations. Je mets tout le monde à contribution. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai que 2 bras et 2 pieds, donc je délègue du ménage aux enfants, le rangement de la chambre, je supervise, je contrôle. Mais voilà, je délègue en fait un maximum de choses. Je délègue tout ce pour lequel je ne vais pas apporter, on va dire, de valeur ajoutée. Parce que, bon, balayer, que je balaye ou que ce soit les enfants qui balaient, bon, ça sera à 90% pareil. Donc, ce genre de choses-là, je vais les déléguer aux enfants. Des fois aussi, je délègue la nourriture, voilà, pour parler d'exemples très concrets. Nous, on est en France, à Uber Eats. Donc, peut-être que ceux qui sont en Côte d'Ivoire utilisent Yango livraison ou que sais-je. Oui, parce qu'on ne peut pas être à la cuisine tous les jours et puis en même temps gérer une entreprise, voilà, toutes sortes d'activités. Donc, il faut accepter qu'on ne peut pas avoir un certain, toujours la cuisine de maman à la maison ou de papa d'ailleurs. Hein. Bon, il le dira lui-même, il cuisine très bien. Donc, voilà, il faut accepter de faire un peu ce genre de délégation que je dis, que je disais, et puis la communication constante, quoi. Et souvent, c'est Stéphane qui prend l'initiative. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a demain? Comment on gère? Voilà. Et puis, moi, je rentre tout dans les petites tablettes, là, et puis je fais des rappels tout au long de la journée. N'oublie pas que c'est toi qui fais ci, n'oublie pas que tu dois faire ci, etc., etc. Donc, voilà un peu ce que moi, je pourrais dire en termes d'exemples, d'astuces finalement très, très concrètes du quotidien. Alors, moi, pour expliquer ou du moins pour partager notre expérience, je vais commencer par donner la définition de ce que j'avais dit tout à l'heure de Raïssa, qu'elle est travaillomane. Ces définitions-là viennent du ProcessCom, PCM. Ce sont des tests de personnalité qu'on fait qui nous permettent de se connaître mieux, de connaître un peu
son collègue ou son partenaire. Et ça, moi, ça nous a beaucoup aidé en couple. Ça nous a aidé à nous ajuster. Et donc, moi, je suis de nature persévérant. Et Raïssa, elle est travaillomane. Donc, on dit quoi? Le ou la travaillomane est logique, responsable et organisé, capable de penser avec logique, possède un bon esprit d'analyse et de synthèse. Elle a un relationnel très structuré, pragmatique, apprécié pour son sérieux, sens de l'ordre, son efficacité, son respect du planning est une valeur sûre. Donc, vous voyez, ça, c'est un peu Raïssa hein, pour ceux qui la connaissent. Et pour moi, le persévérant est consciencieux, engagé et observateur. C'est avant tout un homme ou une femme d'opinion et de conviction. Il va au bout de ses projets et vous pouvez compter sur son engagement et sa parole. Il est capable de défendre ses opinions de vue avec force et ténacité. Donc, c'est un peu seulement, c'est un peu moi. Voilà. Donc, Un peu beaucoup, hein, monsieur Tété, excusez-moi. Respectfully. donc Il tout lâche ça pour rien. vous dire, tout ça pour vous dire que apprendre à se connaître, quand j'ai appris à mieux connaître Aïssa, j'ai pas fini, mais bon, je suis en bonne voie. Ça m'a permis de m'ajuster, ça m'a permis de savoir sur quel point je pouvais compter sur elle. Moi, c'est vrai que je suis un peu organisé, mais elle est plus que moi. Donc, quand il s'agit de s'organiser, je compte sur Aïssa. Elle est capable de logique. Donc, quand il s'agit d'aller vite et que je suis en période de rush, je compte sur Aïssa. Donc, cette complémentarité nous a permis de pouvoir poser cet équilibre. Et puis après, il y a des phases de nos vies qui font on est en plein déséquilibre. Moi, par exemple, quand j'ai changé quand je suis passé entrepreneur, il y a eu un petit bouleversement. Mais sachant que je pouvais compter sur tel ou tel aspect sur Aïssa, ça nous a permis de retrouver plus facilement l'équilibre. Donc voilà. Donc, petite astuce, nous, par exemple, on a un groupe WhatsApp à deux. On a créé un groupe WhatsApp sur lequel on communique. C'est-à-dire, c'est pour se forcer à communiquer, pour pouvoir voilà, se retrouver sur ce groupe WhatsApp-là, pour communiquer, pour se rappeler nos rendez-vous de couple ou voilà, les anniversaires où on doit être présent. Et voilà, ça ne se perd pas dans les conversations qu'on a comme ça, olé olé, mais c'est vraiment le lieu, la plateforme où on échange pour se construire, pour construire notre famille et notre couple. Donc, ça, c'est un petit astuce qui a beaucoup marché et qui peut marcher pour vous aussi. Et Merci. si je veux rajouter quelque chose, c'est que le nom, le nom de ce groupe WhatsApp change en fonction de, je ne sais pas comment dire, on va dire de l'état un peu dans lequel on est. Je crois qu'il a commencé par, ça s'appelait Heureux les cœurs purs. Donc, ça commençait bien. Le groupe s'appelait Heureux les cœurs purs. À un moment donné, je pense que quand ça commençait à devenir un peu compliqué, là, le, le groupe s'est appelé Heureux les persécutés. Je- Non, mais Et, j'étais persécuté. Non, mais et puis là, maintenant, là, je ne sais même plus comment il s'appelle, là, c'est Heureux, Heureux les doux de les cœur. humbles et doux de cœur, voilà. c'est Donc, génial. ça dit un peu, bah, c'est la vie, quoi. La vie, le cheminement, l'ambiance, c'est vraiment, mais c'est génial. Et puis c'est extrêmement concret. Il y a une petite question. Est-ce que, Monsieur Tété, vous pouvez répéter l'application, le test de personnalité dont vous avez parlé? Ça s'appelle PCM, PCL. Process Communication. Super. Voilà. Donc voilà, parce que quelqu'un l'a demandé dans le groupe. Donc justement, pour surfer et puis pour continuer sur cet échange autour de comment maintenir l'équilibre et surtout comment peut-être éviter le déséquilibre, est-ce que vous pourriez nous partager en toute
sans être indiscret, même si pour la journaliste que je suis, l'indiscrétion est parfois mon métier. Est-ce que vous avez eu des vrais moments de déséquilibre qui auraient pu entraîner une crise, mais au vu de tout ce que vous avez mis en place, qui a été résorbé, où la crise a été avortée? En termes un peu plus figurés, à quel moment on est passé de l'équilibre à l'équilibrisme pour maintenir cet équilibre? Bon, je viens de l'évoquer, hein, quand je devais passer entrepreneur, même si j'ai été longtemps entrepreneur, même quand j'étais en entreprise, quand j'ai voulu passer à 100% entrepreneur, ça a été vraiment voilà, une vraie décision voilà, qu'on devait prendre à deux, parce que c'est pas sans risque d'être entrepreneur, de travailler à son propre compte. Donc, il a fallu échanger avec Raïssa pour trouver le bon équilibre. Parce que, voilà, construire une entreprise qui est à distance, en Côte d'Ivoire, pendant qu'on est en France, ça demandait que je sois présent régulièrement sur place. Et tout de suite, mes premiers contrats ont été en Asie. Donc, ça demandait que je commence mes journées à 3 heures du matin. Donc, ça a été un vrai bouleversement. Ça demandait à ce qu'on s'adapte, que les enfants aussi s'adaptent, parce que les enfants ne comprenaient pas trop. Je suis toujours à la maison devant le téléphone ou l'ordinateur. On ne sait pas si papa travaille ou il ne travaille pas. Donc, voilà, ça a créé au début, même pour moi-même, hein, voilà, un déséquilibre. Et petit à petit, en m'épanouissant dans ce que je faisais, en partageant beaucoup ce que je faisais avec Raïssa et aux enfants, ça a permis de recréer cet équilibre-là. Parce que, voilà, partager ce qu'on fait au travail, ce qu'on vit au travail est très important pour créer le socle, pour poser le socle de l'équilibre. C'est plus difficile de le faire quand on est en entreprise, quand on est persécuté par son boss et tout ça, de venir le partager au jour le jour à son partenaire. Mais quand on arrive à le faire, ça pose les bases quand même d'un équilibre parce que bon, voilà, on sait à qui parler, on sait comment repartir, requinquer le lendemain au boulot. Et ça permet de mieux appréhender les difficultés et on les appréhende parfois à deux. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est parfois le burn-out, même quand on est en couple, qui peut arriver. Donc, voilà, cet aspect professionnel-là, de basculer dans l'entrepreneuriat de manière totale, a été quand même voilà, une cause de petit déséquilibre qui a été réajusté au fur et à mesure. Ok, très bien. Merci beaucoup. Alors, avant de poursuivre, j'ai tellement de questions en fait, en vrai, franchement, mais bon, je vais accepter d'être dans les temps et d'avancer. Une question que j'ai envie de poser, et peut-être qu'on va penser que je suis féministe, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais je trouve que cette question d'équilibre et surtout son arrimage au fait que ce soit quelque chose de l'apanage des femmes, moi j'aimerais savoir, quand je vous entends, Monsieur Tété, je me rends compte que l'équilibre, surtout pour que la femme dans un couple soit épanouie, passe aussi et surtout, j'ai envie de dire, par l'investissement et l'implication de son mari. Tout à l'heure, Raïssa disait que vous êtes un très bon cuisinier, il y a des fois c'est vous, il y a des fois c'est elle, il y a des fois c'est Uber Eats. Dans d'autres contrées que vous connaissez sûrement, on a l'impression, après j'ai d'autres témoignages qui ne sont pas connectés mais qui pourraient dire le contraire, on a l'impression que souvent, pour pouvoir maintenir les coutumes ou les us et coutumes, pour pouvoir maintenir les traditions, j'aime pas ce terme mais je vais l'employer, on peut sacrifier cette notion d'équilibre au détriment du maintien de ce qui a toujours été fait. Comment, pour le dire de manière peut-être plus assumée, comment dire à des personnes qui n'ont pas cette culture où monsieur fait aussi comme madame, pas 50-50, mais s'implique, comment leur dire que ça ne remet pas en cause les traditions, ça ne remet pas en cause l'éducation, mais c'est juste la manière de préserver l'équilibre dans le foyer. Et que c'est possible pour être beaucoup plus trivial et peut-être clivant, c'est possible d'être un homme qui plus est africain, équilibré, qui aide sa femme, qui fait sa part, sans forcément vivre en Occident. Attraper ma veste, pour ceux qui veulent. Voilà. Euh, ça remet en cause nos cultures, hein. Moi, je pense Ok. que ça remet en cause notre culture parce que
quel que soit le modernisme dans lequel on est, quand tu as la visite de tes parents et que tu es en train de laver le dos de la casserole en sueur, euh, je te dis, quel que soit l'équilibre que tu as, tu essaies de ne pas. Voilà. Donc, pour être un peu plus sérieux, je pense que ça remet en cause nos cultures, mais après, il faut prendre le bon côté des choses. Nos moments où nos papas nous donnent ces conseils-là de s'aimer. Et parfois, s'aimer, c'est être la moitié de l'autre. Donc, on ne va même qu'on soit. Je pense qu'à Abidjan, les gens de plus en plus sont dans cette logique d'être solidaires dans le travail. Parfois, quand les visiteurs sont pas là, le mari est à la cuisine discrètement parce que voilà. Mais le côté culturel est quand même bien marqué. Mais pour créer un équilibre, il faut il faut faire ensemble. Voilà, il faut faire ensemble. Parfois, c'est la femme qui prend la place, hein. Elle dit non, ne va pas à la cuisine, c'est moi. Même si tu es le meilleur cuisinier, n'y va pas, c'est moi la cuisine. Ah, qu'est-ce que tu veux? Voilà, vas-y, c'est avec plaisir. Mais après, si la femme, elle sait pas faire et que tu sais faire, voilà, vas-y. Je pense que euh, c'est à deux que l'équilibre se construit. Quelles que soient vos origines, quelle que soit votre culture, quelle que soit la pression du monde dans lequel on est, c'est à deux dans la communication et dans la flexibilité. Faut pas chercher son équilibre sous le regard des autres. Il faut Oui, là, s'assumer, c'est très fort ça. voilà, il faut s'assumer dans la recherche de son équilibre à deux. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, vous avez répondu, pardon, vous avez répondu. Je suis perturbée par la beauté de ce que vous dites et la profondeur. Madame Tété, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Il a tellement bien parlé. Oh là là, c'est génial. Merci beaucoup. En tout cas, on a des réactions dans l'Assemblée qui sont assez intéressantes. On a Francine Cadjo qui dit l'équilibre, ça prend, enfin la recherche de l'équilibre tient aussi compte de l'environnement culturel et c'est vrai. On ne peut pas déroger à cette règle, on ne peut pas chercher un équilibre en dehors de ce que l'on est et on y reviendra. Il y a une question qui nous a été posée par Joseph Da Silveira et qui rejoint un commentaire de Jean-Philippe Allier qui parle de la notion de sacrifice dans l'équilibre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être sur tous les fronts et qu'il faut sacrifier un certain nombre de choses. Et Joseph Da Silveira demande, est-ce que cet équilibre-là, pour paraphraser ce qu'il dit, est possible en début de carrière? Est-ce que lorsqu'on commence sa carrière et qu'on a déjà une famille, la notion de sacrifice ne vient pas de facto déséquilibrer l'environnement ou la situation dans laquelle on est, ou ne rend pas notre situation déséquilibrée, pour le dire de la meilleure manière. Ouais. Une fois de plus, l'équilibre, c'est quand même, c'est une quête, c'est ce vers quoi en fait on veut arriver. Et même si on définit nos critères, à un moment donné, on vit dans un monde, on est en interaction avec des gens, avec ses employeurs, etc. Donc tout ce qui est autour de nous a un impact sur nous. Si ça ne tenait qu'à nous, voilà, individuellement, tout seul ou en couple, on met en place ce qu'on a décidé, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que, ben voilà, on dépend aussi de certaines personnes. Et il faut être aussi réaliste. Donc, il y a peut-être un moment où ça sera plus compliqué. Mais si on en parle, si on se met à deux, qu'on en a conscience et qu'on est d'accord, bah, l'autre doit être capable d'accepter que pour un temps, qui représente l'investissement de début de carrière, le temps de se faire voilà, une légitimité, une notoriété, de prendre du galon, etc. C'est beaucoup plus facile à un certain niveau de dire je ne fais plus ça que quand on démarre en fait. Donc à partir du moment où vous êtes alignés tous les deux sur le fait que c'est important qu'il y ait cette période-là, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un, oui, il y a un déséquilibre peut-être dans le sens où on a envie de passer plus de temps avec sa famille et que pendant un temps,
on ne pourra pas le faire. Mais une autre manière de quelque part compenser, c'est de dire, même si je ne peux pas être là tout le temps, quand je suis là, je suis totalement là, je suis totalement à vous. C'est aussi de créer les conditions d'avoir de véritables moments de qualité. Et je pense que c'est un peu ce qu'on fait, pardon, avec Stéphane, c'est que oui, on est très occupé, il y a beaucoup de choses à faire, même en ayant fixé des limites, etc. Mais à un moment donné, ben, quand je suis avec les enfants, je suis avec les enfants. Quand ma fille veut jouer, je me pose par terre avec elle, on commence à jouer, on fait les Legos, etc. Je ne suis pas en train d'envoyer des mails, je ne suis pas en train de répondre au téléphone, je suis là. On va au restaurant ensemble, en famille, je suis là, on profite de ce moment-là, on discute. Et finalement, la famille, les enfants ou le conjoint, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ce n'est pas beaucoup de moments, c'est vraiment des moments, des souvenirs, oui, des moments qui sont fondateurs, qui marquent, dont ils se souviennent et qui vont pouvoir garder en fait tout au long de leur vie et qui vont chérir en fait. Et c'est ça, donc à défaut d'avoir 90% de son temps, j'en sais rien, je ne sais pas exactement quel est le critère de, voilà, de Joseph avec sa famille, c'est de dire, j'ai que 10%, mais les 10% là, on va faire des choses super. On va aller se balader ensemble, on va aller en voyage ensemble. Voilà, pour essayer de compenser et d'ajuster. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en a, c'est super. Et puisque ce que vous dites, merci beaucoup, ça s'applique aussi aux personnes qui ne sont pas en famille. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que on n'a pas un alter ego qui peut contrebalancer ce qu'on fait que, premièrement, on n'a pas d'équilibre à rechercher. Et puis, j'ai l'impression que des fois aussi, on prend l'équilibre de manière très linéaire ou très binaire. Mais finalement, la joie de me dire que le sacrifice que je fais va payer et me permettre d'avoir ce à quoi j'aspire, c'est un équilibre pour moi. Après, vous avez donné des techniques et des astuces dans votre quotidien, mais quelqu'un d'autre, moi par exemple en l'occurrence, je trouve mon équilibre dans les temps de pause que je fais, c'est-à-dire que je peux être à 40 à l'heure du lundi au vendredi, mais quand je me couche le vendredi soir dans mon lit pour sortir le dimanche pour foi et prière, je suis très équilibrée parce que ce temps que j'ai pris pour moi, c'est ce qui vient en fait contrebalancer l'activité intense que j'ai pu avoir. À la fin, il y a quelque chose de fondamental que vous avez dit et qui est très perceptible. L'équilibre est quelque chose qui se recherche. Il y a une quête derrière. Ce n'est pas fini, ce n'est pas abouti. Et je pense que ce n'est pas linéaire ni à une carrière qui débute, parce que finalement, parfois, on est toujours premier quelque part, mais c'est surtout en fonction de la destination que l'on veut atteindre pour son bien-être, pour sa vie et pour cette harmonie que tout un chacun cherche en recherchant l'équilibre. Alors donc, si on veut élargir cette discussion, on se rend compte que l'équilibre n'est pas l'affaire que d'un couple. L'équilibre n'est pas l'affaire que d'une personne. L'équilibre vient dans un environnement, dans un écosystème. Et aujourd'hui, l'équilibre est peut-être où sa définition a été redistribuée ou redéfinie. On a eu la Covid qui nous a montré qu'on ne travaillait plus de la même manière. On a eu un certain nombre de choses qui nous laissent penser que ce que l'on avait ou la manière dont l'équilibre était même conçu par la société est différent. Là, c'est peut-être une partie où j'aimerais ouvrir le débat, où vous demandez, selon vous, en fonction des postes que vous avez eus, ou des situations de vie que vous avez eues. Premièrement, c'est une question à double tranchant. Raïssa y avait répondu un peu tout à l'heure en parlant de sa maman. Premièrement, est-ce que les gens de votre entourage, que ce soit professionnellement ou personnellement, vous considèrent comme équilibrés? Donc, vos enfants, par exemple, est-ce que vos enfants considèrent que ils sont dans un équilibre? Parce que depuis, on donne leur nom, on dit que oui, on est équilibré. Peut-être que s'ils viennent tout de suite, ils vont dire, ah ben pas du tout. Est-ce que vous pensez que l'environnement dans lequel on est ou la société dans laquelle vous êtes favorise l'équilibre ou au contraire est un frein à cet équilibre? Et qu'est-ce qui, selon vous, gagnerait à être fait pour que, sociétalement parlant, en termes d'environnement dans lequel on est, l'équilibre soit quelque chose qui est le partage de tous? Stéphane? Ouais, ça, tu veux pas commencer? On vit dans un monde qui est un peu schizophrène, un monde qui veut une chose et son contraire, en fait.
un monde qui veut que, si je prends le monde de l'entreprise, qui veut que les collaborateurs soient épanouis, mais en même temps, on ne leur donne pas les moyens d'être épanouis. On ne leur donne pas les moyens d'accéder finalement à cet équilibre. On parle beaucoup, mais on agit peu. Il y a un peu une espèce d'attentisme, ou peut-être qu'on en attend que ce soit l'État, les gouvernements qui légifèrent en fait et qui disent qu'on devrait faire ci, augmenter le nombre de jours de congés, etc. Moi, je veux vous parler de deux choses. La première chose, je me rappelle, dans une banque dans laquelle je travaillais en France, on a été les premiers, et je salue Émile Bourgoin qui était la DRH à l'époque, à allonger le congé paternité avant que, légalement, ça ne soit fait. Ça veut dire que l'entreprise, en fait, elle a une responsabilité pour essayer d'aider, voilà, ses employés, ses collaborateurs à vivre mieux, à avoir plus de temps pour, à passer avec les gens qu'ils aiment, plus de temps pour faire les choses qu'ils aiment. L'entreprise a cette responsabilité-là. Et là, ça, c'est un exemple assez, assez concret. À ce moment-là, la banque a été précurseur sur quelque chose. Rien n'empêche d'autres entreprises d'être aussi précurseurs sur ce genre de sujet. La deuxième chose que je trouve qui est mal gérée en fait dans les entreprises, c'est qu'on on considère la personne qui travaille comme un employé, comme un collaborateur, mais on le voit uniquement comme quelqu'un qui travaille. Et je pense que nous sommes tous des êtres multidimensionnels. La personne qui travaille, le collaborateur, c'est, oui, un collaborateur qui peut être marié, qui a 4 enfants, dont le mari est malade et qui habite, pardon, je ne sais pas, très loin de l'entreprise dans laquelle il travaille. Je pense qu'il faut considérer toute cette dimension-là quand on travaille en fait avec les gens et pouvoir s'adapter. Très concrètement, je me rappelle que quand j'étais dans cette banque, il y avait une priorité, en fait, au moment de choisir les vacances, il y avait une priorité pour les gens qui avaient, des enfants parce que eux, ils ne pouvaient prendre leurs vacances que pendant les vacances scolaires. Autrement, c'était plus compliqué. Donc voilà, essayer de s'adapter, en fait, à l'être multidimensionnel qu'on a dans l'entreprise en tenant compte de ses spécificités, de ses particularités. Si vous avez dans vos équipes quelqu'un qui habite très loin, ben, il faut aménager son emploi du temps de manière à ce qu'elle n'ait pas à venir tous les jours au bureau, à rester trop longtemps. Faut respecter ça. Parfois, on entend, mais voilà, enfin, moi, c'est pas mon problème. Il faut que le travail soit fait, qu'elle soit mariée, pas mariée, qu'elle habite à 100 kilomètres ou pas, c'est pas mon problème. Si, c'est ton problème parce que c'est un être qui a plusieurs dimensions et il faut accueillir cette dimension-là et s'adapter. Merci. Moi, je voulais mettre l'aspect interpersonnel, les relations interpersonnelles. Quand on se pose la question, quand on fait un bilan, hein, là on est quasiment en fin d'année, euh, quand tu feras ton bilan et que tu te demanderas mais quel est l'état de mes relations? La dernière fois où j'ai accepté d'aller à un mariage ou à un anniversaire, où j'ai accepté d'accompagner mes enfants euh, à telle ou telle activité, quand tu feras ce bilan et que tu verras que tu n'as pas été à un seul anniversaire ou très peu, et que tes relations interpersonnelles ont commencé à se dégrader, tu pourras te poser la question de l'équilibre. Parce qu'effectivement, la société dans laquelle on est aujourd'hui nous met tellement sous pression, on a du stress partout, que parfois, que ce soit le travail ou la famille et la famille, nous empêche de pouvoir avoir ces relations interpersonnelles. Et ça nous déséquilibre. Ça nous déséquilibre. Il y a certaines personnes qui coupent les liens familiaux parce que voilà, il y a trop de funérailles. Effectivement, parfois, on n'y va pas pour d'autres raisons. Mais voilà, ça fait partie de notre vie de société de pouvoir entretenir ces relations interpersonnelles. Et ça contribue à l'équilibre personnel, l'équilibre de couple, de pouvoir rendre visite à des amis,
accompagner les enfants pour certaines activités, accepter d'être visité par d'autres amis. Voilà, c'est très important pour pouvoir ajuster nos équilibres. Très intéressant. Merci beaucoup, Stéphane et Raïssa. Et du coup, je vais poser une question très pratico-pratique pour faire un petit rappel à une thématique ou du moins un podcast très célèbre et très viral qui s'appelle Et la foi dans tout ça. Donc, on a parlé d'équilibre, vie pro, vie perso, être épanoui, communiquer, être en relation avec les uns et les autres. Mais à la fin de la journée, et la foi dans tout ça. Quelle est la place pour vous de la foi dans toute cette définition et conception de l'équilibre? Je pense que la foi, c'est un vecteur quand même. Ça donne l'orientation, en tout cas pour ce qui concerne Raïssa et moi, la foi est pour beaucoup dans la construction de notre équilibre. Euh, Après la foi, il y a la confiance mutuelle. Si on n'a pas confiance en l'autre ou si la confiance a été trop effritée, c'est difficile de construire ensemble. Parce qu'il faut faire confiance pour parfois aller vite, pour être efficace, pour s'abandonner au choix de l'autre dans cette recherche de l'équilibre. Donc, la foi est importante. Euh, c'est le vecteur, c'est le vecteur. Je sais pas quoi dire de plus, en fait. Mmh. Bah, la foi, c'est le ciment, hein, c'est le socle. C'est c'est ce qui permet de faire tenir, en fait, l'équilibre. Donc c'est quelque part aussi l'assurance que, voilà, Dieu peut décupler nos capacités, qu'on peut réaliser infiniment plus que ce qu'on peut penser ou imaginer. Voici le genre de, voilà, de force, qu'on va aller puiser dans notre foi. C'est aussi de nous dire, comment dirais-je? C'est aussi ce qui nous ramène à l'essentiel. Ce qui nous ramène à l'essentiel parce que je pense qu'à la fin, on ne va pas être jugé sur l'accumulation d'argent, de biens matériels, de diplômes, de maisons, de voitures, et cetera. On va être jugé sur l'amour, sur l'amour et sur l'impact, sur la trace qu'on aura laissée dans le cœur des uns et des autres, sur le bien, voilà, qu'on aura fait. Et pour prendre notre cas en tant que couple, on sera aussi jugé sur ce qu'on aura fait de notre famille, sur ce qu'on aura fait de nos enfants, de ce qu'ils vont devenir. Et je trouve que voilà, la foi nous ramène à cet essentiel-là. Ça nous permet de ne pas perdre de vue ce qui est important. Et ça nous rappelle aussi qu'il y a un temps pour tout. Voilà, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour, voilà, être au travail et puis il y a un temps pour prendre soin de ceux qu'on aime. Voilà. Merci beaucoup, très intéressant. Alors, la voix off du soir, Aurélie, est-ce qu'il y a des questions? C'est le moment de réagir. On a à peu près 10 minutes de questions-réponses. Vraiment, ne soyons pas timides, profitons de leur présence. Moi, j'ai beaucoup de questions, c'est mon métier d'en poser, donc franchement, je ne veux pas prendre toute la place. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions soit dans le chat ou soit dans la partie dédiée à cet effet. Je regarde si, en attendant, si je n'ai rien oublié dans ce que j'ai à dire. Alors, ah, j'aime beaucoup votre voisin, Serge. Vous saluerez de ma part depuis Abidjan, j'aime beaucoup votre voisin, Serge. Voilà. Donc, Serge demande, quel conseil auriez-vous, donneriez-vous à un couple qui démarre? Parlez-vous, parlez-vous, communiquez, construisez quelque chose ensemble, définissez quelque chose qui vous ressemble. Euh, Oubliez-vous, pensez à l'autre, parce que des fois, on dit souvent, enfin, on dit on se marie pour être heureux. En fait, oui, aussi, mais pour rendre aussi l'autre heureux. Donc, voilà, construisez quelque chose qui vous ressemble, qui est juste vous. Vous n'êtes pas les tétés, vous êtes vous.
Donc, construisez, soyez sûrs et sereins par rapport à ce que vous avez envie de construire. Et puis allez-y. Mais communiquez, 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 communiquez. On ne le dira jamais assez. Faites des groupes WhatsApp à Pensez au deux. Moi, c'est ce WhatsApp, que je au note. WhatsApp. Groupe WhatsApp à deux qui évolue en fonction du temps. Ça, c'est noté. Le groupe WhatsApp à deux. Oui, et puis même ce groupe WhatsApp, parfois, ça permet de nous dire ce qu'on n'arrive pas à se dire de vive voix. Voilà, donc on s'écrit des lettres de fâcherie et d'amour aussi dedans. Vous faites des podcasts aussi? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, j'ai vu qu'il y avait une main levée. On ne peut pas donner la parole en oral, mais si vous avez des questions que vous pouvez mettre dans le chat, n'hésitez pas. Alida, je vois que vous avez levé la main. N'hésitez pas à mettre des questions dans le chat. En attendant qu'une autre question soit posée, je vais vous demander concrètement, vous, en tant que personne, mais aussi en tant que professionnel, en tant que manager, quelle a été l'action la plus significative que vous auriez posée pour permettre à un de vos collaborateurs d'avoir de l'équilibre? C'est une question pour nous, pour Oui, l'auditoire. oui. J'ai envoyé quelqu'un, j'ai obligé quelqu'un à partir en vacances, voilà, avant qu'elle ne parte en burn-out. C'est important. C'est touchant. Enfin, je suis touchée, excusez-moi. À mon côté, ouais, je suis touchée. C'est pas tout le monde qui fait ça. Excusez-moi. Bon, je Je lui suis ai dit, là. maintenant, tu éteins, mais c'était Manu Militari, hein, Oui. voilà, qui est en crise de larmes. Je dis, bon, écoute, maintenant, tu fermes ton PC, je t'appelle un taxi, tu rentres chez toi et je te revois pas avant une semaine. Et du coup, je suppose que ça a été bénéfique. Ah ben, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Ça a été un peu plus qu'une semaine parce que je pense qu'on était arrivé quand même assez loin. Ça n'a pas rompu totalement, mais voilà, suffisamment pour que la personne, au final, soit arrêtée. Un mois, mais qui est revenu après. Mais voilà. Alors, une autre question. Une question un peu particulière de Annick qui demande concernant l'équilibre au travail, est-ce une bonne idée de s'investir totalement au travail de telle sorte à pouvoir redynamiser son travail? Monsieur Tété? J'ai pas suivi, désolé. Alors, la question d'Annick, c'est est-ce que c'est une bonne idée de s'investir totalement au travail de telle sorte à pouvoir redynamiser son travail? S'investir au travail, c'est toujours bien, surtout quand c'est pour redynamiser son travail. Mais comme on l'a dit, faut le faire en bonne intelligence. C'est pas au détriment de la famille, par exemple. On n'y va pas solo. Euh, on échange avec son partenaire et on organise cela. Sinon, après, ça peut avoir des conséquences fâcheuses. Donc, redynamiser son travail, s'occuper de sa carrière, c'est ce qu'il faut faire. Mais il faudrait que ça soit dans une procédure, je puis dire comme ça. Il faudrait que ça soit organisé. Il ne faudrait pas que ça soit au détriment de quelque chose d'important pour toi. Il faudrait que ça parte dans le même sens. Voilà, tu redynamises ton travail, tu cherches à avoir une promo, c'est bien, tu travailles pendant pas d'heures, jusqu'à 22 heures, mais voilà, c'est pas, ça doit pas être dans un cadre conflictuel. Ton époux ne doit pas être agacé que tu travailles trop et ça doit être ponctuel. Voilà, ça doit s'inscrire. Si tu vis seul, d'accord. C'est ce que Raïssa a dit tout à l'heure, il faut avoir des objectifs, il faut savoir ce que tu veux de ta vie. Il ne faudrait pas aussi que le fait que tu veuilles, euh, redynamiser ton activité professionnelle ou ton travail ne te permette pas d'être coquette de temps en temps, sortie, voir des amis, pour si tu as une ambition de te mettre en couple, avoir l'occasion de le faire.
C'est qu'il faut, enfin, s'investir dans le travail, c'est bien, mais il faut connaître aussi ses limites. Jusqu'où je m'investis? Qu'est-ce que je suis prêt à accepter ou pas? Est-ce que c'est le bon endroit pour faire peut-être autant d'investissements? Il faut prendre aussi un petit peu de recul par rapport à la situation. S'investir, c'est toujours bien. Il faut définir une limite, pas au Ouais. prix de sa santé. Voilà. Je pense que c'est quelque chose, d'important, pas au détriment, pardon, de son bien-être parce qu'on est des êtres multidimensionnels. On peut pas que se satisfaire d'une chose. Peut-être momentanément, on met un focus sur quelque chose, mais on a aussi besoin d'autre chose. L'homme est un éternel insatisfait. Plus on a de choses, plus on en veut. Donc ça montre bien qu'on ne peut pas se satisfaire uniquement de quelque chose. Donc quand il faut mettre un coup d'accélérateur, voilà, on le met, mais il faut aussi se connaître suffisamment pour avoir des clignotants pour dire, ben, en fait, ouh, là, ça commence à devenir trop, ça commence à impacter ma santé, etc. Il faut que je lève un petit peu le pied. Et ce qui est très important aussi, c'est avoir une spiritualité. Je pense que, je ne sais pas si on est tous ici chrétiens, voilà, mais c'est avoir une spiritualité. Ça permet d'équilibrer les choses. Dans d'autres sphères, c'est le yoga. Voilà, on ne peut pas faire sans. Et pour nous qui sommes chrétiens, pour ceux qui le sont, prier pour mettre de l'ordre dans tout ça, dans tout ce qu'on vit, est très important. Ça nous permet de se rendre compte qu'on dévie ou pas. Merci beaucoup. Je vais demander à Aurélie, la voix off de ce soir, est-ce qu'il y a des commentaires, des remarques, des dernières questions avant que nous passions à la conclusion et que nous respections le temps? Super. Alors, la conférence a été très, très riche en exemples. Et au fil de l'eau, nos auditeurs ont posé leurs questions, ils ont beaucoup réagi. Merci pour vos réactions, des réactions enthousiasmées, des questions très pratiques. Donc, merci à notre couple invité pour ce partage. Je Merci crois à que nous vous. n'avons plus de questions. Les questions ont déjà été présentées et répondues. Ok. Il y a juste un petit message de la part de Donna. Et Oui. effectivement, un message de sympathie de Dalida Messou, voilà, qui salue la prise de parole de Monsieur Tété. Ah, Non, 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 il faut lire le message est très important. Elle dit qu'elle ne connaissait pas Monsieur Tété sous cet angle-là et qu'elle est agréablement surprise. Elle dit bravo. C'est très, très important de le dire tel quel. d'accord. Voilà. Merci. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup, Aurélie. Merci Beaucoup de beaucoup. messages de sympathie pour le couple en général, hein. Il faut le noter, il y a plein de cœurs. Vous avez des fans. Vous avez des fans. Donc, monsieur et madame Tété, est-ce que vous voulez conclure avant que je redonne la route, ou du moins la moitié de la route à nos spectateurs? L'équilibre, c'est un combat. Ça, c'est quelque chose de vacillant, c'est une cible mouvante, c'est un objectif qu'on essaie d'atteindre, vers lequel on court. Faut pas se décourager, faut pas y renoncer, surtout. Voilà, faut pas prendre pour acquis les situations difficiles ou pénibles ou le manque d'épanouissement, de bonheur ou de satisfaction dans lequel on est. Faut essayer de tendre le plus possible vers ce stade d'épanouissement. Et puis, c'est quelque chose finalement voilà, de très personnel. Ma définition de l'équilibre, enfin, ce dont j'ai besoin pour être équilibré individuellement ou en tant que couple, n'est pas la même chose pour quelqu'un d'autre. Donc, connaissez-vous vous-même, voilà, et définissez votre propre équilibre avec votre conjoint, si vous en avez, voilà, ou tout seul. Merci, merci beaucoup, madame Tété. Monsieur Tété? Je suis tout à fait d'accord avec elle. Merci à tous. C'est trop Elle a facile, tout mais dit. Elle a tout il dit. est... C'est très Oui, bien résumé. Elle a tout dit. Vraiment, c'est l'équilibre, mon combat. oui. L'équilibre, j'aime beaucoup. Alors, merci, monsieur et madame Tété. Avant de nous quitter,
Je crois que Aurélie, si je ne me trompe pas, il y a un petit sondage de fin de conférence. Je pense qu'on devrait le faire maintenant parce que quand je vais conclure, chacun va se déconnecter. On se connaît déjà au quartier, comme on dit. Donc, je pense qu'on pourrait lancer le sondage de fin de conférence. Et puis, le temps de rassembler mes notes et de faire un résumé et de vous libérer pour la prochaine conférence virtuelle. Alors, c'est plutôt une enquête pour connaître D'accord. l'avis de notre public sur la conférence. Voilà. Et l'enquête va être lancée au moment juste avant la déconnexion. Oh, super, Donc, très bien. juste avant de partir, vous recevrez le petit formulaire pour répondre à 3 petites questions pour connaître votre avis sur la conférence. Merci. Merci à toi. Donc, je profite de ce dernier mot de la charmante, mielleuse voix du soir, Aurélie Hanouma, pour lui dire merci. Merci, Aurélie, pour ta présence, ton assistance et ta délicieuse voix. Merci d'être mon binôme de ce soir. On dit aussi un très, 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 très grand merci. Et je vous invite à mettre des cœurs et des claquements de doigts virtuels au couple Tété. Merci Stéphane, merci Raïssa. Pour la petite Merci à info, vous. en parlant d'équilibre, Monsieur Tété vient d'arriver chez lui. Il vient de sortir, enfin, il est sorti de l'avion ce matin, donc c'est quelqu'un qui a pris le temps de venir se préparer. Et malgré tout, malgré la fatigue, il a tenu à être là. Il a fait le taf, comme on dirait, de manière figurée. Merci, Madame Tété, pour tous ces conseils, pour aussi cette complicité, ce très, très beau témoignage. Si je devais résumer en quelques mots ce qui a été dit, et si on devait retenir quelque chose, l'équilibre est une notion subjective, certes, mais qui a besoin d'être objectivée par ses ambitions, son couple ou ses aspirations, qu'elles soient personnelles ou ensemble. Bien que cela puisse être compliqué, il faut prendre le temps de connaître ses limites, de faire le point, d'assurer ses ambitions, d'aller à la hauteur et de s'harmoniser. Tout ça en reposant sur la foi et le Dieu qui combat le combat de l'équilibre. C'était Ashley de Huge. Vous pouvez nous retrouver sur notre page LinkedIn Beyond Être pour donner. On vous donne rendez-vous le 8 janvier prochain, donc mercredi 8 janvier à la même heure, 20h GMT, 21h heure de Paris, 15h heure de New York pour une autre conférence. Le thématique vous sera dévoilée dans quelques jours, donc n'hésitez pas à rester connecté. Et on vous donne rendez-vous le dernier vendredi de l'année avec notre podcast Et la foi dans tout ça, où on aura l'occasion de creuser cette question de l'équilibre sous un autre angle, mais avec autant de profondeur. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.